Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler édition, maison d'édition, publier un livre avec une éthique écologique et je suis avec Julie. Bonjour Julie, je suis contente de te recevoir. Bonjour, merci, je suis contente aussi. Bon bah c'est bien, la petite Avraise est venue sur la région normande, enfin non dans la région normande tu y étais déjà mais venue nous voir à Rouen, donc c'est cool que tu sois là, je suis contente de t'accueillir sur le studio, dans le studio. Contente d'être là. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu la jeune éditrice, la jeune, comment on dit, éditrice. Tu peux dire aussi fondatrice de maison d'édition. Et du coup, moi c'est Julie Pommier, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice de la maison d'édition Édifice, qui est une maison d'édition BD participative. Je suis diplômée depuis l'année dernière d'un master ingénierie éditoriale et communication. Donc je suis fraîchement éditrice et entrepreneur. C'est bien ça. Bah, félicitations parce que franchement se lancer à 23 ans c'est quand même un grand pas vers l'entrepreneuriat, donc sinon je suis super contente pour toi et si ça peut pousser pas mal de personnes de ton âge à se lancer et à devenir son propre boss, et c'est pour ça que je te reçois ici dans cet épisode de podcast I Am The Boss pour justement parler de tout ça. Et donc comment ça se passe un peu une maison d'édition participative pour ceux qui ne connaissent pas du tout le système? Et en fait, moi je suis partie de 3 constats. Le premier, c'est la surproduction. En France, on produit énormément de livres et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont détruits parce qu'ils sont invendus. C'est en moyenne 20% des livres qui sont imprimés qui sont détruits parce qu'ils sont invendus. Ensuite, il y a un problème au niveau de la rémunération des auteurs, toujours en France. Les auteurs sont payés en moyenne 8% du prix du livre en droit d'auteur. Donc je donne souvent cet exemple-là, mais en gros pour un livre qui est vendu à 20€, l'auteur n'en touchera même pas 2. Et le troisième et dernier constat, c'est un peu plus humain et social, c'est le fait que les auteurs et les lecteurs se rencontrent très rarement, mis à part dans des dédicaces ou des salons. Tu n'as pas trop l'occasion de discuter avec ton auteur préféré sur le processus éditorial, etc. Et ça fonctionne. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Désolée. Je voyais les petits... c'est bon, c'est parfait. Et donc, à partir de ces 3 constats-là, je me suis dit que j'allais essayer de proposer une solution pour répondre à ces problématiques. Et le participatif me semblait être la meilleure des solutions. Donc le participatif, en fait, c'est de donner le pouvoir aux lecteurs. Ce sont les lecteurs d'Édifice qui choisissent finalement le catalogue de la maison d'édition. Ça marche par campagne de financement participatif. Donc moi je reçois des projets BD, je les présélectionne et je les propose au public qui soutient les projets directement en les finançant, en précommandant un exemplaire. Et ce modèle-là, il me permet donc d'avoir l'argent avant de produire, donc de produire à la demande et surtout de mieux rémunérer les auteurs, puisque j'ai pas de risque de perte. Mais ça c'est bien, puis c'est très écologique surtout. Exactement. Et donc est-ce qu'on a besoin d'avoir une communauté pour pouvoir quand même faire ça, parce que c'est pas un petit jeune qui se lance, qui veut lancer sa BD ou même son livre, parce que tu fais pas que des BD, tu fais aussi des livres. Si, je fais que des BD. Que des BD? Ok, ça je savais pas. Ouais. Ok. Et donc si je veux sortir ma BD mais que j'ai pas du tout de communauté, c'est vrai que ça peut être un peu risqué pour pouvoir vraiment avoir tous ces fonds. Ouais, alors je pense que le plus important c'est surtout que la maison d'édition est déjà une communauté. Oui. Et c'est pour ça que j'avais lancé la communication il y a 2 ans à peu près. J'avais pas encore créé la boîte, c'était vraiment au stade d'idée, le nom de la maison était pas défini et tout, enfin il y avait rien, et je voulais juste montrer les coulisses de la création d'une maison d'édition et surtout effectivement construire ma communauté. Donc et aussi commencer à avoir un vrai engagement avec cette communauté-là. Donc ce sont les abonnés, les premiers abonnés d'Édifice qui ont choisi le nom d'Édifice, le logo aussi. C'est pas moi qui l'ai choisi, donc c'est pour ça que je suis contente que ce soit vraiment un travail collectif, quoi. C'est pas que ma maison d'édition. Non, mais c'est trop bien d'avoir cette vision-là. Et donc aujourd'hui, est-ce que t'as tes premiers salariés? Est-ce que t'as encore? Ou c'est un projet pour 2023? Est-ce que la maison s'agrandit? Alors pour l'instant, le premier objectif c'est surtout de réussir la première campagne. Oui. Et les prochaines qui arrivent, d'ailleurs il y en a une qui arrive très bientôt.
Ce sont ça les premiers objectifs. Et ensuite, alors les salariés, ça viendra bien plus tard. Mais t'inquiète pas, je te dis ça, mais j'en ai pas et ça va faire 7 ans et ça va très bien comme ça avec des prestataires. C'est carrément un objectif. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir avoir des salariés. Pour le moment, je pense à plutôt des stagiaires et des alternants. Oui. Ça reste des employés, mais c'est un autre niveau. Donc 2023, certainement en alternant, ouais. C'est cool ça. Et d'ailleurs, si vous voulez aller la soutenir et puis acheter ces fameuses BD participatives, du coup, je mettrai toutes les informations dans les ressources de l'épisode. Mais franchement, c'est un beau projet et moi, je connaissais pas tous ces systèmes écologiques de participatifs. Et c'est vrai que en me penchant sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait plein de concepts comme ça en fait, de cagnottes où les gens ils font, on appelle ça aussi du crowdfunding. Bon, c'est encore différent, où les gens vont lever des fonds avec un prototype pour pouvoir faire les premiers produits et être justement responsable de l'environnement. Et je trouve ça super sympa. J'ai vu un gars pareil passer, je sais plus comment elle s'appelle la marque. Il fait du produit pour sneakers. Je sais pas si t'as vu. Bref, il a fait son gros projet et tout le monde disait mais ça va jamais marcher ton truc. Et au final, pareil, il a atteint plus de 120% c'est ça, le financement participatif, c'est super intéressant parce que tu testes ton produit avant même de le vendre. C'est ça. Donc c'est génial effectivement pour éviter de produire sans être sûr de vendre. Et comment tu déniches? T'es une chasseuse de tête de... En vrai, la prospection d'auteur, ça se fait dès le début de l'aventure. Moi, je me suis lancée du coup dans l'aventure entrepreneuriale il y a 2 ans. Et dès le début, j'ai commencé à chercher des auteurs, surtout sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta, Facebook, je les cherchais. D'ailleurs, ils se cachent un peu, les auteurs et les illustrateurs BD, c'est pas forcément facile de les trouver. Mais bon, à force d'aller dans des salons, dans des dédicaces, j'ai réussi à trouver quand même pas mal d'auteurs. Et puis j'ai lancé aussi il y a 1 an un appel à projet. Comme la maison se lançait très prochainement, je voulais être sûre d'avoir pas mal de projets pour les 2 années à venir. Et j'ai reçu une vingtaine de projets, j'en ai sélectionné peut-être 5 à peu près. Et là, aujourd'hui, j'en ai 10 en cours. Il y en a 5 qui seront publiés cette année en campagne. Très bien. Et puis 5 l'année prochaine. Et la moitié sont des Normands. C'est vrai, trop bien. En plus, local, ça, c'est super. Mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, je me dis, mais ça doit être super compliqué de dire à un auteur, non, je suis désolée, ton livre, je le prends pas, ou ton sujet, je le prends pas. Comment tu vis un peu ce management un peu... ça reste une maison d'édition qui met en lumière des auteurs. Mais voilà, être sélectionné, ça doit être compliqué, non, au début de... C'est dur de sélectionner des projets. Après, il y a quand même pas mal de conditions. Moi, j'ai une ligne éditoriale avec Edifice. Elle est assez large parce que justement, c'est une maison participative. Donc, je reste quand même à la disposition de mes lecteurs. Mais on est quand même sur une maison qui est spécialisée plutôt roman graphique que BD. Donc déjà, ça élimine pas mal de projets qui sont un peu trop courts ou un peu trop formatés franco-belge. Franco-belge, du coup, c'est Tintin, D'accord. Astérix. Bon, si vous êtes comme moi et que vous connaissez rien à la BD à part les BD Titeuf. Ça, c'est un format franco-belge. D'accord. Moi, du coup, je suis plutôt roman graphique, donc c'est en général des livres qui sont un peu plus gros, qui sont un peu plus centrés sur l'histoire et le graphisme que sur l'humour ou des histoires très courtes en une planche. Là, on est vraiment sur une histoire travaillée avec des graphismes souvent assez colorés et un format qui peut changer. En fait, on est totalement libre dans le roman graphique. Ça peut être un format carré, ça peut être je sais pas, un format complètement rectangulaire. Quand tu l'ouvres, t'as une énorme planche on peut faire des grands paysages dedans. Du coup, voilà, je suis plutôt spécialisée roman graphique. Et plutôt fiction à destination des adultes et des adolescents. Donc déjà, ça sélectionne un peu et ça me permet de pouvoir de refuser des projets qui pourraient pas rentrer dans la ligne éditoriale, tout simplement parce que je suis pas éditrice de tous les secteurs, donc je peux pas par exemple me spécialiser d'un coup en jeunesse, c'est pas facile. C'est différent. C'est vrai que les livres
pour les enfants ou les bambins, c'est sécurisé, non, par l'État. Il y a un système de veille sur ce genre de livre, peut-être, non? En fait, t'as des obligations légales où il faut de la bienséance, évidemment, pas de scènes violentes. Oui. Mais c'est encore assez libre et... Ah oui, c'est pas tant regardé que ça, finalement. Si, en vrai, c'est regardé, mais il y a tellement de livres qui sont publiés chaque jour que c'est assez difficile pour l'État, finalement, de vraiment regarder ce qui est publié. Et puis c'est surtout que la jeunesse, c'est un public particulier parce qu'en fait, on s'adresse aux parents qui achètent pour leurs enfants. Oui. Donc, c'est encore une autre approche marketing. Et bah c'est pareil pour l'édition, en fait, on doit réfléchir à quel public va nous lire. Non mais c'est super. Et cette façon pour la BD, ça te vient depuis toute petite ou t'étais dit les textes ça m'ennuie, je préfère les images et donc je vais mixer les deux? Alors la BD, oui, j'en lisais énormément quand j'étais petite. Je pense que je l'ai un peu délaissée au lycée à peu près, et puis quand je suis arrivée en études supérieures, j'ai un peu redécouvert la BD et notamment les romans graphiques parce que c'était vraiment le décollage des BD de genre, donc des romans graphiques. Et en fait, j'avais de la chance dans mon cursus d'avoir des cours complètement différents, que ce soit sur la BD, sur la jeunesse, sur beaucoup de secteurs divers et variés. Et surtout, j'ai fait un stage à Rouen, chez Petit à Petit, qui est une maison d'édition de BD. Et là j'ai découvert l'édition BD et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il y a moins de textes, c'est surtout que le travail éditorial n'a rien à voir avec de la littérature. En fait, sur une BD, t'as tellement de détails importants. Par exemple, dans la relecture, quand tu relis ta BD, avant de l'envoyer à l'impression, il faut que tu revérifies chaque petit détail dans le dessin, dans les bulles, partout. Par exemple, si dans une planche, t'es à un dîner et qu'il y a un verre de vin à gauche de ce personnage-là, il faut que dans la case suivante, le verre de vin il soit toujours à gauche. Oui, bien sûr. Que ça se mélange pas. Voilà, c'est plein de tout petits détails auxquels on fait pas forcément attention quand on est lecteur, mais quand on est éditeur, c'est important. Non, mais c'est super. Du coup, ça me donne envie d'écrire une BD. Bah, vas-y. Tu vas te spécialiser dans l'entrepreneuriat, du coup. En fait, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir une BD sur l'entrepreneuriat. T'inquiète, ça travaille là-dedans. Non, mais c'est trop bien. Et pour parce que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui écoutent aussi ce podcast. Quelles ont été tes études? Pour ceux qui se disent, moi aussi, j'ai envie de me lancer dans l'édition, ou j'adore la lecture, et ça peut être un métier qui les intéresse, finalement. Eh ben, y a beaucoup de cursus différents. Enfin, on peut aller dans l'édition avec pas mal de cursus différents. Moi, j'ai commencé par une prépa littéraire. Ensuite, je suis allée à la fac en lettres modernes, parcours métier des bibliothèques et de l'édition, à Rennes, où j'ai fait aussi... Enfin, j'étais en double licence, donc j'ai fait aussi une licence d'italien. Et ensuite, je suis arrivée en master édition et communication à Paris, que j'ai fait en alternance, donc c'était un master en 2 ans, où la première année j'étais assistante d'édition, et puis la deuxième année j'étais chargée de com, comme ça je pouvais voir les deux pans du master, et puis la com et l'édition, enfin c'est vraiment lié, donc... T'as quand même des bons bagages pour relancer ta maison, et c'est pour ça que j'y crois dur comme fer. Et je suis contente de t'avoir raconté. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur le salon Femmes et Challenge au Havre, du coup chez toi. Ouais, chez moi. Chez toi. Mais en fait, t'as pas mal voyagé, c'est cool ça. Enfin, même si c'est du local, t'as bien bougé. Rennes, Havre, Rouen, Paris. Oui. T'as fait quand même les plus grosses villes, on va dire, normandes. Bon, la région parisienne, c'est encore autre chose, mais... Ouais. Pas mal. Et Rennes de la Bretagne, plutôt. Je le considère plutôt en haut basse Normandie. Faut pas leur dire ça. Hein. Je sais. S'il y a des Bretons qui nous regardent, qui nous écoutent. Faut pas dire ça, moi je me sentais vraiment en Bretagne. Ouais. Non mais c'est une ville sympa, ça bouge bien. Ouais. Rennes, même Nantes, c'est sympa et tout. Ouais, non, c'est cool. Non mais c'est super. Faut pas leur dire à Family Challenge qu'on a fait un... Ouais, c'est clair, je l'ai tagué dans l'épisode. Mais c'est vraiment l'objectif à chaque fois de I Am The Boss de
de ce podcast, c'est vraiment de prouver qu'en fait on peut tous se lancer, on peut tous devenir son propre boss et on peut tous vivre de sa passion. Et moi je te le souhaite que cette année tu aies les 100% et que tu lances 5 et puis l'année d'après 10 et puis peut-être 50 et 500 et 1000. Enfin, je te souhaite que ça. Et je trouve que c'est génial à ton âge et c'est super. Je suis contente de t'avoir su. Et si vous avez des questions à poser à Julie, n'hésitez pas. Si vous voulez lancer votre BD aussi, n'hésitez pas à lui demander un devis, ou à plutôt proposer... proposer votre projet. Le projet. Et puis moi, je vois si je le sélectionne. Et ensuite, on travaille ensemble. Il n'y a pas d'histoire de devis. C'est vraiment des droits d'auteur que moi, je donne aux auteurs. Donc, ils sont payés pour travailler. Ah bah voilà, si vous voulez être payé à faire votre propre BD, allez-y, appelez Julie. Non mais c'est cool. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui se lancent dans l'écriture? Si tu aurais 1 ou voire 3 gros conseils quand tu écris quelque chose, que ce soit finalement via une BD ou même en fiction? Et je pense que chaque artiste a sa manière de faire. Moi j'aime bien quand c'est assez organisé. Ça peut faire peur à pas mal d'artistes, mais en fait, d'essayer de séparer les tâches qu'on a à faire. Par exemple, quand on est donc en BD, on commence plutôt par un scénario avant de commencer le dessin. C'est souvent difficile à faire quand on est auteur-illustrateur, puisqu'on commence par dessiner immédiatement un univers, mais il vaut mieux essayer d'écrire son univers et de faire planche à planche le scénario, et ensuite de passer au storyboard, et ensuite à l'ancrage, et ensuite aux couleurs. Il vaut mieux faire étape par étape. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de l'avancée du projet. Et puis quand on a terminé le scénario et qu'on a commencé un peu de storyboard, on peut envoyer son projet aux maisons d'édition, parce qu'elles ont déjà quelques éléments graphiques, mais surtout elles ont un texte qui a déjà été travaillé. Ouais, j'entends. En fait, ça me fait un peu penser à un architecte finalement qui a un bâtiment à créer, et bien il va faire les plans du bâtiment, l'intérieur, et une fois que tout est bon, là on voit pour les matériaux quoi finalement. Ouais, c'est un peu le même style. Super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce podcast. Merci à toi. Et puis si vous avez des questions sur l'écriture, sur tout ce qui en suit, n'hésitez pas à faire appel à Julie. Merci. Merci pour cet épisode et à bientôt. Au revoir. Au revoir.